Salut les petits amis, alors je voulais faire aujourd'hui une vidéo que vous m'avez pas mal demandé, c'est revenu plusieurs fois dans les commentaires, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de vous montrer l'ensemble de mes positions dans mon portefeuille Bucks, donc c'est ce que je vais faire, je vais vous montrer l'ensemble des positions, et je vais vous dire un petit peu ce que je pense de ces différentes positions, qu'est-ce que je compte en faire à l'avenir, comme ça vous aurez un petit peu une vision de où on en est, et donc l'objectif évidemment c'est surtout pas que vous cherchiez à recopier mon portefeuille, parce que ça ne sert absolument à rien. J'ai pas les mêmes projets que vous, j'ai pas le même horizon que vous, j'ai pas la même tolérance au risque que vous, donc ça ne sert absolument à rien de vouloir copier mon portefeuille, mais comme ça vous donne un petit peu une idée de ce que peut être un portefeuille à dividendes à peu près équilibré, sachant que ce portefeuille, je me rends compte qu'il est quand même vachement orienté croissance, mais voilà, on va essayer de rectifier ça. Alors, on y va, vous voyez qu'au global, ce portefeuille est en plus-value, ouais c'est ça, d'à peu près 5,5%, quelque chose comme ça, donc c'est pas trop mal, sachant qu'on a commencé à le constituer au pire moment, on a commencé à le constituer fin 2021, donc quand les marchés étaient au plus haut, juste avant que ça dégringole, mais quand on fait comme ça du dollar cost averaging, quand on investit régulièrement, ça permet de lisser ses points d'entrée, et ça permet, avec les dividendes qui rentrent et tout ça, de commencer à avoir un portefeuille qui ne performe pas trop mal quand on investit tranquillement, comme c'est ce que j'essaie de faire. Alors, on va maintenant regarder les différentes positions. Air Liquide, donc j'ai 3 actions Air Liquide, je suis en plus-value de 11%, donc Air Liquide ça fait le travail, hein. Air Liquide ça fait partie des positions mixtes, donc à savoir je veux à la fois de l'appréciation du capital et une appréciation du dividende. Air Liquide fait son travail, ça fait partie des positions, j'ai pas de problème à les renforcer si c'est en plus-value parce que je trouve que le secteur est bon. Je trouve que la boîte est bonne, donc voilà, le seul truc qui me gêne avec Air Liquide, c'est que c'est une boîte française, donc ça veut dire que c'est pas que ce soit français si vous voulez, mais dans la manière dont c'est géré, c'est une boîte qui ne verse son dividende qu'une seule fois par an, et avec ma stratégie, c'est pas rigolo. Alors ensuite, Alphabet, donc c'est croissance, c'est une boîte qui verse pas de dividende, et c'est, en fait, si vous voulez, c'est juste pour vous montrer que je ne suis pas un ayatollah, je suis capable d'être flexible sur mes principes, pour ne pas me priver d'une boîte comme Alphabet, parce que j'aime beaucoup, et puis, vu que je suis sur YouTube également, je connais le produit, YouTube c'est pas une grosse partie de Google si vous voulez, mais c'est quand même, je suis content d'être exposé en quelque sorte à cet outil que j'utilise très régulièrement. Voilà, Alphabet, j'y crois. Vous voyez que je suis en moins-value, une moins-value assez sérieuse, hein, parce que les boîtes tech se sont bien mangées. Donc ça fait partie des boîtes que je pourrais renforcer. Je pourrais renforcer au fur et à mesure jusqu'à ce que j'atteigne un prix d'équilibre. Apple, donc Apple, je suis en très légère plus-value. Pareil, c'est une boîte dans laquelle j'ai aucun problème à investir si ça monte, parce que c'est une boîte à laquelle je fais confiance sur le long terme. Je la classerais dans le luxe, moi, Apple. C'est à la fois de la tech, mais c'est à la fois du luxe. Et donc c'est assez intéressant parce que, vous le voyez, hein, ça ne covarie pas tout à fait comme Microsoft et comme Alphabet, qui sont mes autres grosses boîtes tech. Elle a tendance, en tout cas en ce moment, à pas trop se planter. C'est possible que ça tangue un peu Apple dans les prochains jours, j'en sais rien, c'est vraiment des prédictions au doigt mouillé, mais vu les problèmes qu'il y a en Chine, parce que la Chine reconfine, ils n'arrivent pas à se débarrasser du Covid. C'est marrant, hein, en étant aussi strict avec tout, qu'ils soient moins équipés face au Covid que nous, je comprends pas comment ils se débrouillent, et vu que les informations circulent pas, c'est assez compliqué à voir. En tout cas, c'est un problème en termes d'usines, parce que les usines Apple sont en Chine, et donc un pays qui se ferme, c'est pas top pour eux, donc on va voir ce que ça va donner dans les prochains jours. Ensuite, j'ai une action Archer Daniels Midland. Alors ça, je la vire pas. Normalement, si vous voulez, une boîte comme ça. Donc ça, pour moi, c'est une boîte vraiment de milieu de portefeuille, quoi. C'est une boîte qui est censée avoir un peu d'appréciation du capital, un portefeuille qui s'apprécie tranquillement. Je l'ai pas acheté pour qu'elle fasse une appréciation de capital de près de 30%. Vous voyez, donc c'est pas une boîte que je vais renforcer à ce genre de prix. C'est une boîte, je prendrais plaisir à la renforcer si ça baisse, mais voilà, là pour le moment, je la laisse tranquille. Dans mon autre portefeuille, j'en ai vendu une partie quand ça... J'ai pris des bénéfices sur Archer Daniels Midland sur mon autre portefeuille parce que j'avais dépassé quelque chose comme plus de 50% de plus-value ou peut-être même 100% de plus-value, donc j'ai encaissé les gains pour remettre l'argent dans des boîtes avec plus de potentiel de croissance, pas en termes financiers, hein, parce qu'en termes de financier c'est très bien géré, mais en tout cas voilà, je ne rachète pas cette boîte à ce niveau de valorisation. BlackRock, on a fait un assez bon pari parce qu'on l'a acheté quand ça s'est vraiment cassé la figure. Je sais pas si vous vous souvenez, mais au moment où j'achetais du BlackRock, tout le monde me disait mais tu rigoles,
rigole, ça va encore baisser, c'est une boîte cyclique, on est très très loin d'avoir atteint le bottom du marché. Résultat, j'ai acheté, je suis à plus 15% de plus-value aujourd'hui, donc très bien. Ça fait partie aussi des boîtes, je pourrais racheter même quand c'est en plus-value, parce que vu que c'est une boîte qui donne accès à l'investissement via les ETF, pour moi c'est un business qui est très solide et qui est utile, donc pas de problème. Econocom, on passe, c'est une action gratuite que j'ai reçue, donc je la vends pas, ça n'a aucun intérêt de la vendre et verse des petits dividendes, mais c'est pas une boîte que je considère dans mon portefeuille. Alors Home Depot, ça fait partie des seuls magasins que j'ai pas beaucoup de magasins, et donc là on est dans de la consommation discrétionnaire, c'est un magasin un peu comme Leroy Merlin, donc des choses que les gens utilisent pour réparer leur maison, ce genre de choses. Donc pareil, ça c'est pas une boîte, c'est une boîte que j'ai pour la croissance de son dividende. C'est pour ça que ça m'intéresse, c'est parce que c'est une boîte qui historiquement a rapidement augmenté son dividende, elle a tendance à faire des augmentations de dividendes à 2 chiffres, donc c'est pour ça que ça m'intéresse. Voilà, je la laisse comme ça, c'est pas une boîte que je suis particulièrement. Si ça baisse beaucoup, je vais regarder, tiens, mais est-ce qu'il y a un vrai problème, etc. Est-ce que c'est pas la peine de renforcer, mais c'est pas une boîte que j'achète pour la croissance, donc je la laisse comme ça tranquille. Main Street Capital, c'est une boîte que j'ai pour le dividende. Donc je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une époque, j'étais en énorme plus-value sur Main Street Capital, un truc délirant du type 20% de plus-value, etc., parce que ça avait beaucoup monté. Là, ça retourne vers le prix d'équilibre, et donc ça, c'est typiquement le genre de boîte, donc je l'achète pour le rendement, et donc si ça passe sous mon prix d'équilibre, je pourrais recharger. Mastercard, je viens de la faire rentrer, on est en légère plus-value, donc ça, voilà, c'est une boîte plutôt croissance, et avec un dividende qui croît très fort, donc je voudrais avoir une position un petit peu plus grande là-dedans, parce que c'est une boîte en laquelle je crois. Merck, donc on est dans la santé, je suis en très grosse plus-value dessus. Ça, je suis un petit peu embêté avec ce genre de boîte parce que je crois pas que ce soit une entreprise qui puisse avoir une grosse croissance, mais je l'ai quand même pour un truc mixte, à la fois croissance, appréciation du capital, mais aussi croissance du dividende. Je la rachèterai pas à ce prix-là. Je sais que ça peut pas mal tanguer Merck en fonction, je sais pas, des médicaments qui sont acceptés, enfin il y a plein de trucs qui peuvent faire varier le prix. Donc si ça baisse, je pourrais renforcer parce que ça fait partie des boîtes de santé les plus importantes, mais là à ce prix-là, je rachète pas. Microsoft à ce prix-là, je rachète, mais le problème c'est que c'est déjà tellement une position importante dans mon portefeuille. Je crois que c'est ma plus grosse position. Ouais, Microsoft c'est ma plus grosse position dans ce portefeuille, donc je pourrais continuer de racheter parce que on a à la fois la perspective de l'appréciation du capital et de la croissance du dividende, donc j'aime beaucoup Microsoft, je crois dans le business, et puis c'est très divers, hein. Si vous voulez, il y a tout ce qu'il y a autour du cloud, il y a les jeux vidéo, il y a les réseaux sociaux avec LinkedIn, un réseau social que j'aime bien, enfin voilà, c'est une boîte très intéressante, je pourrais renforcer à ce prix-là. La seule chose qui me retient de renforcer à ce prix-là, c'est que j'ai déjà une position qui est très importante. Nvidia, donc Nvidia, on a touché les moins 30%, là ça s'est un petit peu redressé, pari de croissance, pari de très long terme, je pourrais racheter à ce prix-là, il n'y a pas de problème, c'est une boîte, je pense, sur le long terme, ça va très bien marcher. Procter & Gamble, je l'ai vraiment parce qu'il faut en avoir, si vous voulez, c'est une boîte stable, avec une croissance du capital tranquille, un dividende qui s'apprécie tranquillement, c'est une boîte qui est survalorisée. J'ai vendu Colgate pour cette raison, vous voyez, Colgate dans un autre portefeuille, pour moi c'était beaucoup trop élevé, et vu que le dividende, ça s'apprécie tranquillement, le capital ça s'apprécie tranquillement, à un moment si c'est trop cher, il y a la perspective de quand même perdre pas mal d'argent, donc je ne renforcerai pas Procter & Gamble en plus-value comme ça. Si ça rebaisse, je pourrais me poser la question. Realty Income, donc foncière immobilière, j'ai renforcé récemment, je pourrais renforcer parce que là je trouve que c'est quand même assez bas le prix auquel c'est valorisé, donc c'est intéressant d'acheter à ce niveau-là. Je pourrais racheter Realty Income à ce prix-là, pas de problème. Rio Tinto, ça vient de rentrer dans mon portefeuille, donc je vais attendre de voir. Rio Tinto, a priori, c'est une boîte qui devrait quand même perdre pas mal. Enfin, quand on regarde ses finances, les perspectives d'avenir sont pas ouf, donc j'attendrai quand même que ça se crache, si ça se crache, pour renforcer un petit peu, et donc je l'ai vraiment pas parce que c'est pas une boîte, les finances ne m'inspirent pas confiance, mais j'ai envie d'être exposé au secteur des matériaux qui est complètement absent de mes portefeuilles, donc voilà, c'est pour ça que j'ai ça. ST Microelectronics, ensuite boîte croissance, boîte française de croissance, donc intéressant, une boîte qui par ailleurs, faut que je vois si elle augmente son dividende, mais j'ai l'impression que le dividende c'est pas une priorité de cette boîte, je l'ai, voilà, c'est un pari croissance. Sur cette boîte on a beaucoup fait le yo-yo, je crois qu'on a atteint un moment, je sais pas, 10-15% de plus-value, après on est descendu vers moins 30, etc. Là ça s'est un peu stabilisé, donc je laisse courir ce truc, je pense que sur le très long terme ce sera quand même intéressant. Sanofi, je suis en légère plus-value, mais pour le coup là la boîte
est assez sous-valorisé par rapport à ses plus hauts historiques, donc je pourrais renforcer ça, mais comme d'habitude, boîte française, dividende une fois par an, donc je ne suis pas motivé à investir dedans. Stag Industrial, c'est un peu comme Realty Income, sauf que c'est industriel, quoi, c'est des entrepôts, des plateformes logistiques, etc. Je pourrais renforcer à ce prix-là parce on est sous mon prix d'équilibre et c'est les boîtes de rendement, c'est ça que je cherche. Vous voyez, une boîte de croissance, si Microsoft est en plus-value, etc., je peux renforcer Microsoft, je peux renforcer une boîte comme ça qui est en plus-value. Et c'est des boîtes, si vous voulez, les boîtes où je dis je prends mes bénéfices, c'est vraiment parce que je ne considère pas que ces boîtes peuvent courir sur le long terme. Je ne prendrai pas de bénéfices sur Apple ou sur Microsoft parce que c'est mes boîtes de croissance, vous voyez. Donc c'est important en général, les gens qui ont de l'expérience en bourse vont avoir tendance à couper leurs pertes et à laisser courir leurs bénéfices. Moi, j'ai du mal à faire ça. J'ai tendance à prendre mes bénéfices sur les entreprises auxquelles je ne crois pas. Je vois un point de sortie pour me renforcer. Et j'ai tendance à ne pas couper mes pertes parce que, en général, les boîtes que j'ai en portefeuille, c'est des boîtes auxquelles je crois et je préfère attendre qu'elles repassent dans le vert pour les vendre. Mais enfin voilà, c'est vraiment parce que c'est ma psychologie. Et si vous écoutez Xavier Delmas, il a fait une vidéo récente sur les erreurs à ne pas faire en bourse. Et ce que je viens de vous dire, ça constituerait une erreur, mais voilà. Moi, je fais comme ça et puis on verra bien sur le long terme. De toute façon, vu que je partage tout, vous voyez bien si je me plante, hein, donc ça permet comme ça de partager mon expérience avec vous. Alors Starbucks, c'est un des paris qui a pas mal marché parce que vous voyez qu'on est en plus-value de 32%. Pourquoi est-ce que je suis en plus-value de 32% sur ce portefeuille avec Starbucks? Parce que j'ai un autre portefeuille où j'ai connu Starbucks aux alentours des 110, 115 dollars l'action. Là, on est plutôt aux alentours, je crois, de 90 dollars l'action. Donc c'est pour ça que j'ai confiance dans le fait que Starbucks peut aller beaucoup plus haut que ça. C'est pour ça que j'ai pas hésité à l'acheter quand c'est tombé très bas et pour le moment ça a été une bonne idée. Starbucks, bah voilà, vu que je suis en grosse plus-value dessus, je vais pas racheter, je vais laisser courir parce que c'est une boîte, je sais que le dividende va s'apprécier, je pense que la boîte va continuer à grandir, donc pas de problème. Je suis très content que ce soit là. Si ça se recrache complètement la figure et c'est pas impossible avec les perspectives en Chine, je renforcerai, mais là à ce prix-là, je ne renforce pas. Texas Instruments, ça fait partie des boîtes, je ne vais pas vous mentir, je ne la connais pas. Elle est dans mon portefeuille parce que elle est souvent recommandée. Vous voyez mon niveau d'investisseur, mais au moins je suis transparent avec vous. Quand je regarde les finances, ça a l'air sérieux. J'ai peur avec Texas Instruments que ça me fasse un petit peu un coup à la Emerson Electric ou à la Colgate, etc. C'est-à-dire une boîte dont le dividende commence à s'apprécier moins rapidement et donc où on se retrouve avec le pire des deux mondes, à savoir peu d'appréciation du capital et dividende qui stagne. Mais pour le moment, Texas Instruments, c'est quand même assez sérieux et solide dans l'appréciation du dividende, donc voilà, ça reste là, il n'y a pas de problème. Si ça descend, je me poserai la question de est-ce que je renforce ou pas. Total Energy, pari réussi jusqu'à ce jour, donc on est en 15% en plus-value. On va avoir les dividendes spéciaux qui vont tomber en décembre, donc super. Je serais pas confortable de renforcer à ce prix-là parce qu'on est aux alentours des plus hauts historiques. Par contre, c'est une boîte, elle reste dans mon portefeuille parce qu'elle a un rendement très intéressant. Si ça baisse, je renforce, donc voilà. Wealth Management, vous m'avez mis le doute parce que pour moi, c'est une boîte qui a des très bonnes perspectives de croissance et qui a un dividende qui s'apprécie rapidement. Mais c'est vrai que le rendement de départ est faible. Donc à voir si ma thèse c'est que mon capital va s'apprécier et que le dividende va s'apprécier régulièrement. Si c'est pas le cas, je reverrai ma position dessus, mais c'est une boîte que j'aime bien parce que j'aime bien ce secteur du retraitement des déchets. C'est une boîte qui est bien organisée, enfin voilà, j'aime bien cette boîte, j'aimerais qu'elle reste dans mon portefeuille. Je pourrais la renforcer à ce prix-là, mais à voir. Alors si on passe aux ETF, donc les ETF performent moins bien que mes actions. C'est quand même la chose qui est à retenir, c'est que je me suis plus planté dans les ETF que les actions, mais je pense que sur le long terme, les ETF vont pouvoir corriger les erreurs que je ferai avec ce portefeuille. Donc j'ai un ETF de l'Asie-Pacifique responsable, donc qui est en moins-value pour le moment. Je pourrais renforcer, mais l'Asie, je ne comprends pas très bien comment ça marche, donc j'ai des réticences à renforcer ma position là-dedans. ETF des boîtes qui versent de hauts dividendes à l'échelle mondiale, donc ça très bien, ils performent bien. Si ça baisse, je renforce. Mon ETF énergie renouvelable, celui-là je l'ai un petit peu délaissé, mais enfin pas énergie renouvelable, je veux dire boîte RSE à l'échelle mondiale, je pourrais le renforcer parce que
au bout d'un moment ça va repasser dans le vert et ça va être intéressant. Il est assez orienté croissance cet ETF, donc pour moi ce serait un bon moment pour l'acheter. Le problème évidemment avec les 3 ETF dont je viens de vous parler, c'est qu'ils sont quand même assez spécifiques. Quand vous êtes sur dividendes, zones particulières, critères ESG, etc., vous avez des frais qui sont plus importants, et donc on va un petit peu contre l'intérêt des ETF, parce que le premier intérêt des ETF, c'est que ça vous permet de vous diversifier à peu de frais. Donc si vous avez des frais, c'est quand même un petit peu dommage. Alors, Vanguard All World High Dividend Yield, donc ça c'est mon ETF dividende préféré. Donc celui-là, toutes les fois qu'il repassera dans le rouge, j'essaierai de le renforcer. Vanguard, SP500, ça voilà, c'est pareil, c'est un truc qu'il faut l'acheter régulièrement. Je regarde pas s'il est... Enfin, je préfère l'acheter quand il est moins cher, évidemment. Mais même s'il est en plus-value, pour moi, il y a tellement de perspectives de croissance encore avec le marché américain que je l'achèterai régulièrement sans problème. Celui-là, c'est le même, mais c'est la version iShares. Celui-là, je vais l'acheter régulièrement, mais pour mes enfants. J'en ai déjà parlé, mon objectif, c'est d'avoir une position qui grandit vraiment fortement pendant les 10 prochaines années, et je l'utiliserai pour verser l'argent de poche de mes enfants jusqu'à leur majorité, et à leur majorité, je vendrai cet ETF et j'utiliserai l'argent de cet ETF pour qu'ils puissent se constituer un compte titre. Eurodividende, ah tiens, il va repasser dans le vert, celui-là, c'est marrant, parce qu'il part de tellement loin que c'est intéressant de voir qu'il est en train de se redresser. Donc voilà, celui-là, j'ai investi dedans pour les dividendes, j'ai investi dedans alors qu'il s'était complètement ramassé avec toutes les peurs qu'il y avait sur l'Europe, etc. Et là, on se retrouve avec une Europe qui finalement est assez stable, on se retrouve avec un euro qui s'apprécie, donc les perspectives économiques sur l'Europe sont moins catastrophiques qu'elles n'étaient il y a quelques mois. Avec cet ETF, j'attends d'avoir un rendement intéressant, donc voilà, je vais le laisser repasser tranquillement dans le vert, et si ça se recrache de 15, de 20%, etc., je renforcerai pour avoir un rendement intéressant. Celui-là, je l'ai acheté avec un rendement aux alentours de 7%, un truc comme ça, donc c'est quand même intéressant. Et finalement, mon iShares Global Clean Energy, celui-là, c'est un pari croissance, donc s'il repasse dans le rouge, je renforcerai, mais c'est pareil, c'est un ETF qui est très spécifique, donc il y a des frais qui sont un petit peu importants, et ça grève quand même la performance sur le long terme. Voilà, vous avez donc vu mon portefeuille dans son ensemble, comme ça vous avez une idée de ce qu'est ce portefeuille à dividendes que j'essaie de construire. Vous voyez qu'il est quand même sacrément orienté croissance, et donc je vais voir comment est-ce que je peux faire pour rééquilibrer ça, sans pour autant risquer de menacer l'appréciation du capital, parce que ce qui compte c'est le retour total évidemment, c'est à la fois les dividendes plus l'appréciation du capital, et l'intérêt des dividendes c'est qu'à un moment, vous avez votre portefeuille qui est tranquille, vous n'avez pas besoin d'en vendre des parties, et vous avez un revenu qui vous est versé sans que vous ayez à travailler, donc pour moi c'est comme ça qu'on peut se constituer une bonne retraite. Vous savez ce que j'en pense. Voilà, je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise et que je vous montre régulièrement, et pour le reste, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.